When are we going to do it? When I say resistance, liberty, death to the oppressor. Épisode B. Refermer le plus ancien débat sur la valeur. Le reconfigurer en débat sur l'autoritarisme économique, sur le despotisme économique. Avec cette question fondamentale, comment peut-on compter sur l'homme ? La question de la valeur désigne le centre organisateur de l'analyse du capitalisme. La théorie de la valeur constitue une définition conceptuelle de ce centre du capitalisme. Ce centre sera nommé système de la valeur ou champ de la valeur. Et j'aimerais, parce que c'est difficile en le disant comme ça, de comprendre que le mot champ peut être écrit de deux façons différentes. Soit avec un P à la fin, soit avec un T à la fin. Et nous verrons que dans le champ avec un P de la valeur, il y a aussi un champ avec un T de la valeur. Qu'est-ce qui est remarquable ? Qu'un système social historique est en son centre un système numérique de calcul comme la comptabilité. Que tout élément de ce système se réduise à un objet calculable. Que tous les objets ainsi numéricisés, évalués en valeur, donc monétarisés, comptabilisés, puissent se montrer sous forme de nombres. Tout se vend, tout s'achète. Tout a un prix et même une valeur comptable. Dis-moi combien tu gagnes, je dirai qui tu es. Avec l'identité finale de la richesse et du pouvoir, la richesse du Reich. Le mot Reich en allemand, traduit par Wealth en anglais, signifiant indifféremment puissance et richesse. La théorie de la valeur explicite la signification de cet aspect numérique étonnant, spécifique à l'économie. Quelle est la signification de cet aspect numérique remarquable ? Pour pouvoir réduire les relations humaines ou sociales à des fonctions analytiques calculables, pour pouvoir faire entrer toute la société dans des tableaux de calcul, par exemple les tableaux des ingénieurs. Il faut que cette société numéricisée ait une structure disciplinaire supérieure à toute autre structure sociale. C'est quelque chose de fondamental. Pour que la monnaie règne, pour que toutes les opérations se fassent en termes de monnaie, il faut que nous soyons dans l'une des sociétés les plus disciplinaires qui ait jamais existé dans l'histoire de l'humanité. La monnaie n'est pas liée à la liberté, la monnaie est liée au contraire à la discipline la plus performante. Ordre et rigueur règnent. Il faut que la société soit mécanisée selon des principes d'organisation d'origine militaire. Il faut que soit instituée une méga machine sociale comme celle dont nous avons parlé pour la construction des pyramides. Il faut bien entendu que cette méga machine sociale soit contrôlable par les ingénieurs, soit contrôlable par des calculs. Le contrôle comptable ou la planification étant les éléments clés de la gestion scientifique basée sur des tableaux numériques. La société capitaliste est donc une société organisée par les fameuses herses gravantes de Kafka. Relisons Kafka, la colonie pénitentiaire. Kafka, élève anarchiste de Max Weber, illustre dans ce célèbre roman, et je mets roman entre guillemets, la fameuse thèse de la cage d'acier de la rationalité, avec du reste son envers complètement loufoque, en dévoilant l'envers obscène non rationnel, c'est-à-dire la violence que la herse exerce. Compter sur l'homme, c'est graver sur l'homme les nombres. Ce qui explique que le capitalisme soit simultanément ou indifféremment économie technologique,
système technico-industriel, système économico-militaire, peu importe, tout ça c'est la même chose. Selon qu'on le voit dans l'endroit ou selon qu'on le voit dans l'envers, mais tous ces termes doivent fonctionner en avant. Du reste, la théorie économique néoclassique dévoile cette identité. Identité, économie, système industriel, capitalisme, organisation militaire. En superposant les calculs d'ingénieurs, comme par exemple l'optimisation, la recherche opérationnelle, la planification, les mathématiques analytiques pour l'ingénieur ou pour l'informatique, les calculs statistiques actuariels, pour prendre des exemples parmi des tas d'autres. Donc superpose les calculs d'ingénieurs et le calcul économique rationnel. Les deux sont écrasés l'un sur l'autre. Le calcul économique rationnel est confondu avec le calcul des ingénieurs. Et, si vous voulez, les gestionnaires sont supposés être des ingénieurs supérieurs qui s'occupent d'une sorte de gestion supérieure. Bien entendu, toute l'économique, la science économique, qu'elle soit physiocrate, classique et néoclassique, mais maintenant marxiste, étant positiviste, empiriste, interprète la mécanisation dont je viens de vous parler par la mesure comme un bienfait de la civilisation, la fameuse rationalisation. Enfin, nous avons une société moderne, régulée scientifiquement au moyen de systèmes analytiques. Pensez bien entendu à l'organisation scientifique du travail. Avec à leur base, donc à la base des calculs analytiques, les nombres pris, qui sont supposés des valeurs naturelles, ce que les économistes souvent appellent des vrais prix. Il y aurait des vrais prix et des faux prix, mais là on a des vrais prix, censés représenter correctement la fameuse vérité des prix, le fondement ontologique de cette économie sociale de l'abondance. Quel fondement ontologique? Les prix représentent un fondement ontologique. Quel fondement ontologique? Depuis les physiocrates, l'économie a parfaitement, la science économique, l'analyse économique, a parfaitement décidé que ce fondement était un fondement matériel. Donc Marx est parfaitement à l'aise là-dedans. Il n'est pas anti-économiste. Marx est un économiste. Le fondement de l'économie, c'est un fondement matériel économique, si vous voulez, mais c'est un fondement matériel. C'est-à-dire, essayons de le définir à la manière des économistes, ce fondement matériel, c'est un complexe, le complexe de la satisfaction maximum des besoins réalisé au moyen d'un travail scientifiquement organisé. Les besoins, le travail. Par exemple, on peut dire de la manière économiste, il y a une substance de la valeur, c'est-à-dire une substance du prix, une substance du nombre. Et cette substance est nécessairement une infrastructure matérielle. Et bien entendu, cette infrastructure matérielle, elle se tient dans le complexe dont je viens de parler, besoin-travail. Les deux unitaires. C'est la raison pour laquelle on peut avoir deux variantes de cette économie, mais deux variantes qui seront l'une et l'autre partielles. On va avoir la théorie de la valeur travail ou la théorie de la valeur utilité. La théorie de la valeur travail, si on insiste sur le côté production, travail, etc. Et la théorie de la valeur utilité, si on insiste sur le côté consommation, satisfaction, etc. Mais il est évident qu'il n'y a pas de consommation sans production et qu'il n'y a pas de production sans consommation. Donc ça n'a aucune signification. Il ne peut pas y avoir une théorie de la valeur sans la théorie de l'utilité et vice-versa. Et du reste, les deux disparaissent une fois qu'elles sont combinées l'une avec l'autre. Dans le cadre économiste de gestion scientifique dont je vous ai parlé, les tableaux numériques construits sur la base de prix ou de valeurs, de nombres, etc., sont censés être des représentations. Alors, je ne vais pas faire un truc général sur la représentation, les députés, machin chose, etc. Mais bon, ici, nous avons un exemple de cette représentation. Évidemment, comme partout, la représentation est censée être fidèle. Par exemple, on nous dit toujours, la comptabilité, c'est une photographie du réel. On se demande bien quel type d'appareil photographique sort des comptabilités. Enfin, vous voyez, je n'en ai pas encore rencontré. Donc, mais bon, étant entendu qu'il n'y a pas de consommation sans production et vice-versa, mais que tout est ramené par l'économie à cette infrastructure matérielle censée être représentée parfaitement par les tableaux de nombres, statistiques, comptables, tout ce que vous voulez. Dans ce cadre économiste, les tableaux numériques qui sont censés être des représentations sont toujours pensés comme des représentations d'une réalité plus fondamentale. Et c'est là où on est ramené au travail. L'économique est donc toujours biface, elle a toujours deux choses. Un,
elle déploie l'exposé explicite, mathématique si vous voulez, de la manipulation technocratique des nombres. Les comptes, les écritures, les optimisations, les comptabilités, enfin tout ce que vous voulez, en refusant de considérer que la numérisation fasse quoi que ce soit dans la réalité. Par exemple, en refusant de dire qu'elle est aliénante, réifiante, fétichiste, tout ce que vous voulez. Mais au contraire, elle la considère toujours comme l'apogée du monde rendu rationnel et scientifique. L'économie est l'apogée du monde rationnel rendu scientifique par le calcul, si vous voulez. Et les économistes manipulent toujours les nombres avec bonheur, avec joie, sans jamais se demander ce qu'ils peuvent signifier. Je dirais même, la réflexion sur la signification du nombre en économie, c'est quelque chose qui est interdit. On est excommunié pour penser ce genre de choses. Il est évident que pour eux, par exemple, l'analyse du fétichisme, même sous sa forme restreinte marxiste, est une absurdité totale. Une absurdité totale. Ils se moquent bien de savoir comment est constitué le nombre, si vous voulez, donc le capitaliste, puisqu'il est un témoignage de la civilisation supérieure, de la plus grande civilisation qu'on puisse imaginer. Ce que généralement les économistes résument en disant l'économie de marché est la forme supérieure de toute organisation sociale ayant pour but le bien-être des gens. Ah, bon. Deuxièmement, donc l'économie est biface. Premièrement, elle développe cet aspect explicite dont je vous ai parlé. Mais cependant, elle véhicule par derrière une ontologie implicite. Un peu bizarre, mais qui est à la fois lockéenne, smithienne, hegelienne, un mélange, etc. Les économistes ne sont pas des grands philosophes. Mais bon, on fait un mélange de tout ça. Disons pour condenser, l'ontologie du travail. L'ontologie de la force motrice du travail, ou du travail comme force motrice. Du travail à économiser. Voilà le truc, l'économie c'est quoi? L'économie c'est l'économie du travail, le travail à économiser. L'économie, le travail à économiser par l'usage de la technoscience, des grands systèmes techniques, des grands progrès techniques, etc. Voilà l'idée si vous voulez. Donc théorie de la valeur et théorie de la valeur travail et théorie de l'utilité se combinent toujours chez les économistes. Il n'y a jamais l'un chez l'autre. Et par exemple, nous voyons bien chez Marx, et chez les marxistes surtout plus que chez Marx, que nous avons là l'explication de ce truc absolument mystérieux du double aspect de la marchandise. La marchandise a un double aspect. Elle est utile et évaluable. On nous dit toujours, une marchandise qui n'est pas utile, elle n'est pas évaluable, mais une marchandise qui n'est pas évaluée, elle n'est pas utile. Donc on a toujours ce double aspect qui se retrouve. Ou du travail lui-même. Le travail lui-même, il y a le travail concret et le travail abstrait. On va retrouver les deux trucs pareils. Et donc, bien entendu, du travail dès qu'il est considéré comme une marchandise. Il est évident que Marx, le fameux Marx exotérique dont nous parle la Vers critique, il est évident que Marx l'exotérique s'inscrit dans le cadre de l'économie positiviste, pour lequel la valeur est naturelle. Et on peut expliquer cela, si vous voulez, au moyen, disons, de deux analyses un peu critiques. Toute l'économie, toute la pensée économique, quelle qu'elle soit, est néoclassique. Néoclassique, c'est un concept que je vais introduire, si vous voulez, pour subsumer tout. Les physiocrates, les classiques, les néoclassiques au sens strict et les marxistes. Tous ces gens-là sont néoclassiques. Alors vous me direz, est-ce qu'il n'y a pas de néoclassiques? Oui. Les mercantilistes avant. Mais bon, nous n'en parlerons pas, si vous voulez. Bien entendu, qu'est-ce que c'est qu'un néoclassique au sens où je viens de le donner, qui peut être marxiste, qui peut être classique, qui peut être physiocrate, ou tout à la fois, du reste, etc. Un néoclassique, c'est d'abord un ingénieur. Un ingénieur technocrate, du social, qui envisage la société comme une nature physico-chimique, c'est-à-dire pour lequel on va appliquer les mêmes trucs que les ingénieurs appliquent dans les mécanismes physico-chimiques, etc. Ou comme un espace d'exercice pour la science des ingénieurs. Par exemple, pensez à l'organisation du travail. Taylor & Co. Qu'est-ce que c'était que ces gens-là? C'était à la fois des ingénieurs, mais à la fois des comptables, à la fois des entrepreneurs, à la fois, des gardes-chourmes, sans doute aussi. Vous voyez, donc on a beaucoup de choses. Évidemment, le marxisme productiviste, développementiste, excusez-moi de ces termes, mais bon, avec son utopie scientifique de la planification, c'est une utopie économiste et férocement néoclassique.
Parler de la valeur travail, ou de substance travail de la valeur, sans même pointer les approximations théoriques de la formulation, je dirais ne présente aucun intérêt révolutionnaire ou aucun intérêt stratégique, aucun intérêt pour la lutte. Bien au contraire, comme toute l'histoire triste du travail nous le montre. Depuis la contre-révolution fasciste, franquiste, pétiniste, vous mettez ce que vous voulez, hein, la valeur du travail est quelque chose qui a absorbé la valeur travail. Il est impossible de nos jours de penser la valeur travail sans penser la valeur du travail, et cette valeur du travail, c'est un emblème réactionnaire, c'est pas un emblème révolutionnaire. Il devenait donc nécessaire d'analyser la valeur sans le travail, de retirer le travail de l'analyse de la valeur. Bien entendu, cette nécessité, elle est double, elle est conceptuelle, tout à fait claire, scientifique si vous voulez, mais elle est politique. C'est la critique de l'idée de fondement en substance de la valeur et du travail comme substance, fond productif, la critique de l'idée que le travail produit tout, qui est à l'origine de la notion de mesure. Pour analyser la valeur de manière radicale, il faut introduire le concept de mesure, soit dire placer l'analyse de la constitution, réification, l'analyse généalogique de la guerre civile de colonisation, de la civilisation, mais ce mot est à prendre au sens actif. Civiliser, ça veut dire mener une campagne coloniale. C'est ça que ça veut dire civiliser. Eh bien, il faut placer tout ça au cœur même de l'analyse de la valeur. L'analyse de la valeur n'est pas liée au travail, elle est liée à la colonisation. C'est quelque chose de tout à fait différent, même si évidemment la colonisation peut mettre au travail, ça c'est clair, mais bon, c'est secondaire. Généralement, on lit au marxisme l'idée de lutte de classe, et on lit au fascisme l'idée de guerre des classes. Délibérément, je vais reprendre cette idée de guerre, qui paraît plus fasciste que marxiste, mais en la sortant du référentiel marxiste, c'est-à-dire du référentiel des coups de main des bandes fascistes. Ça va plus être autre chose. La guerre ne va pas se définir de cette manière qui peut être entre des groupes, etc. Ça va être une guerre, comme j'ai essayé de le présenter dans les différents éléments qui venaient avant, dans les différents épisodes de la série qui venaient avant. Les riches qui font la guerre aux pauvres pour essayer de les domestiquer, pour essayer de les dominer. La mesure conceptualise un état de guerre. Mais cet état de guerre n'est pas et ne peut pas être un état statique, bien entendu. C'est un champ de bataille. Et ce champ de bataille, il est en permanente évolution, permanente modification. Le champ, avec un P de la valeur, est un champ de bataille. Le champ, avec un T de la valeur, est un champ militaire. Ah, l'usage technologique politico-comptable de la valeur, l'optimisation, est ainsi démystifié. Il y a toujours un envers obscène à la Kafka. C'est pourquoi je vous en ai parlé. Il y a toujours un envers obscène. Celui qui ne cherche pas l'envers obscène de quelque chose ne fait pas d'analyse du tout, ne fait pas de sociologie, ne fait rien du tout. Il y a toujours deux choses dans la société. Ce qui se montre, l'idéologie, etc., l'apparence, le mensonge, enfin tout ce que vous voulez, et ce qui se cache derrière. Hein, les trucs d'alcôve, etc., vous voyez, tout ce qui se cache derrière, bien entendu. Donc il y a toujours un envers obscène. Quel est l'envers obscène de la valeur qui se présente comme le truc scientifique, des calculs, etc. Je l'ai dit, c'est celui de l'autoritarisme proto-fascisme, le despotisme de l'évaluation. Le champ de la valeur avec un P, soit dire le squelette politico-économique du capitalisme, n'est pas donné une fois pour toutes. Il doit prendre toutes sortes d'aspects, il peut prendre toutes sortes d'aspects, et il doit être sans cesse réinstauré. La violence est permanente, elle doit sans arrêt réapparaître et jamais nous n'aurons la paix par la pacification. C'est ça le problème. La valeur, c'est un système de pacification, mais la pacification ne conduit jamais à la paix parce que la pacification ne réussit jamais. Elle ne peut pas réussir.
C'est même une propriété générale de tous les objets sociaux, valeurs ou pas valeurs, que d'être sans cesse à reconstituer ou à réinstituer. C'est-à-dire ils sont toujours dans une dynamique. Une société n'est jamais un état paisible sans histoire. C'est toujours un état en ordre de bataille. Le social symbolique n'est pas plus un résultat de coordination spontanée des individus libres qu'un effet intersubjectif ou qu'un effet de transcendance, comme auraient dit les physocrates. C'est un champ instable au chaos, dans lequel l'action humaine est toujours perdue. Si donc le capitalisme n'est pas consciemment constitué, ni n'est un sujet conscient, ni un projet conscient, ni un automate téléonomique, tiré par exemple par la maximisation du profit, s'il est bien instauré au hasard généalogique des batailles, etc., si donc il évolue de manière imprévisible, néanmoins, sa défense, sa protection, sa reconstitution permanente, tout ce qui motive les conservateurs et les fascistes, bien entendu, sa reconstitution permanente, jamais à l'identique. Elle fait l'objet de programmes et elle fait l'objet, bien entendu, de stratégies, comme le néolibéralisme, par exemple, selon Hayek. Le résultat fondamental, justement, hayekien, est celui des effets imprévisibles des actes volontaires, qui néanmoins composent un ordre, mais un ordre qui n'est ni stable, ni fixe, et qui évolue. C'est pourquoi il y a une variété possible de formes du capitalisme. Il n'y a pas le capitalisme en tant que tout, soit il y a une organisation autour de la valeur, puis après des formes, puisque la valeur c'est un champ de bataille. Donc le champ de bataille en lui-même, il n'est pas possible. Il n'est pas possible de le définir, je veux dire, d'une manière fixe, stricte, etc. Cette variété possible d'aspects, de formes, découle logiquement des propositions phares de ce qui constitue la théorie de la valeur. La valeur ne mesure rien, elle institue un ordre. La comptabilité ne compte rien, elle justifie la rigueur ou l'austérité. Mais c'est pas possible, on a vu, c'est pas une représentation, c'est pas une photographie, ça n'a strictement aucun sens, si vous voulez. La théorie de la mesure valeur réalise le projet d'une théorie politique du capitalisme. Lire politiquement le capital, voilà le programme de cette théorie.